Donc, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième et donc dernière session du programme Fournisseur durable qui aura pour thème la formalisation et le suivi d'une démarche RSE. Hop. Donc voilà, nous nous retrouvons pour cette dernière session qui vient clôturer ce cycle de 4 sessions webinaires de sensibilisation à la RSE. L'idée de cette session est donc de vous présenter les étapes clés pour structurer une démarche RSE. De vous présenter également les différences, parce que c'est important, entre certification, label et évaluation RSE. Et vous proposer quelques recommandations, quelques idées pour aller plus loin, pour donner une suite à ce programme, vous verrez, 3, 6 mois et 1 an. On prendra aussi, comme à chaque fois, des questions pour vous apporter des réponses. Donc, les objectifs de cette session sont triples. Premièrement, vous faire découvrir, comme je vous le disais à l'instant, 5 étapes clés pour structurer, formaliser, renforcer une démarche RSE. Deuxièmement, vous faire comprendre et vous donner quelques indications, quelques recommandations pour bien suivre vos progrès en matière de RSE. Et enfin, vous expliquer, comme je le disais, les différences entre certification, label et évaluation RSE. Ce sont des dispositifs qui sont utilisés à la fois pour structurer vos progrès, mais également pour valoriser ces démarches auprès de vos parties prenantes. Donc, nous verrons quelles en sont les différences. Commençons tout de suite par la première partie, avec un rappel qui vous a été présenté en introduction de la toute première session de mémoire sur cette réalité qui est que de nombreuses TPE et PME françaises mettent en place, engagent des actions qu'on pourrait qualifier de RSE volontairement sur les sujets environnementaux et sociaux. Il y a une grande majorité de ces PME qui le font, environ 85% selon les études. Mais malheureusement, on constate également, en parallèle de cet engagement assez massif, une difficulté des entreprises de cette taille à structurer leur démarche RSE dans une stratégie RSE formalisée, avec, vous le verrez, une identification des sujets prioritaires, des indicateurs sélectionnés, des plans d'action élaborés et un suivi des progrès formalisé. Donc il y a une vraie dichotomie, on le disait en introduction du premier webinaire, entre des entreprises de petite et moyenne taille qui s'engagent assez massivement sur ces sujets, mais qui ont des difficultés et à structurer leur démarche et à la valoriser via une communication d'informations RSE. Avec, vous le voyez, c'est le troisième chiffre présenté, environ seulement un tiers des PME qui déclarent communiquer des informations sur les sujets environnementaux et sociaux. C'est aussi une difficulté, on l'avait dit, pour les grandes entreprises qui vont vous solliciter sur ce type d'informations pour leur propre conformité réglementaire. Mais c'est évidemment une difficulté également pour vous valoriser, vous différencier, gagner des appels d'offres. Donc il y a aussi un enjeu de compétitivité fort là-dedans. Pour construire une démarche RSE, il y a une infinité de méthodologies qui existent, évidemment. On va vous proposer ici une méthodologie assez synthétique, assez claire, également réaliste, pour vous guider dans cette approche. L'idée, en première étape, est de réaliser un premier état des lieux et de mobiliser vos équipes, vos collaborateurs. On verra comment faire. La deuxième étape est la définition de priorités. La troisième étape est la sélection des indicateurs. La quatrième étape est l'élaboration d'une feuille de route. Et enfin, la dernière étape, qui se fait en continu, est le suivi de vos démarches et la communication de vos progrès. Un conseil, une recommandation aussi que je vous fournis via cette slide, tout au long de cette démarche de formalisation, d'élaboration d'une stratégie RSE, il est vivement recommandé de faire appel à ces parties prenantes, de les consulter à minima. Les parties prenantes, on l'avait vu lors de la première session, ce sont les individus ou les groupes d'individus qui impactent ou qui vont être impactés par l'activité de l'entreprise. On avait identifié plusieurs typologies de parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs, les gouvernements, les collectivités locales, les communautés locales, etc., les riverains et d'autres. Et comme je vous le disais, il est vivement recommandé, encouragé d'intégrer ces acteurs dans la construction de votre démarche RSE. Premièrement, parce que ces parties prenantes vont potentiellement vous donner des idées pertinentes et adaptées à intégrer dans votre démarche. Et ça peut également créer un dialogue constructif entre ces parties prenantes qui vont vous proposer certaines pistes d'amélioration, peut-être certaines lacunes que vous avez à date, mais qui peuvent être solutionnées. Et donc voilà, ça permet aussi d'anticiper parfois des revendications qui arriveraient plus tardivement et voilà, d'anticiper dès le début
euh, les réflexions de vos parties prenantes, leurs intérêts dans votre démarche RSE. C'est vraiment une recommandation importante qu'on vous donne et c'est d'ailleurs au cœur aussi de l'approche RSE des entreprises que d'intégrer ce type de sollicitation. Donc, l'étape numéro 1. Pour réaliser un premier état des lieux, on vous recommande de mettre en place ce qu'on appelle un comité de pilotage. Évidemment, c'est un grand mot. Si vous êtes une TPE ou une très petite PME, ça peut être un référent RSE qui va être dédié à ce sujet et qui aura pour mission initiale de réaliser cet état des lieux. Si vous souhaitez mettre en place un comité de pilotage, que vous êtes une entreprise voilà, de plusieurs dizaines de salariés au minimum, ça peut être intéressant de composer ce comité avec et le dirigeant ou la dirigeante et d'autres salariés volontaires, si possible de plusieurs fonctions, de plusieurs départements, pour avoir une multiplicité de points de vue, ce qui est toujours intéressant. Les objectifs de ce comité vont être de cadrer la construction de la démarche, donc d'être vraiment les référents du sujet en entreprise et de suivre aussi la démarche dans le temps et d'en faire la promotion, de l'expliquer, faire preuve de pédagogie aux autres collaborateurs. Comme je le disais, si vous êtes une entreprise de plus petite taille euh, et que vous n'avez pas la possibilité en termes de ressources humaines de mettre en place ce comité de pilotage, vous pouvez avoir uniquement un référent sur le sujet, évidemment. L'idée de ce comité ou de ce référent va être aussi de réaliser un premier état des lieux. Ça peut se faire de façon assez simple. L'enjeu est de répondre ou de réfléchir en tout cas aux deux questions suivantes. Sur les sujets environnementaux, quels sont les impacts de mon entreprise et quelles actions l'entreprise met déjà en place? Et une question identique sur les sujets sociaux. Donc, ces deux questions cadres qui vont vous permettre à la fois de réfléchir aux impacts, aux incidences, aux conséquences positives et négatives de votre entreprise, mais également à l'existant. Qu'avez-vous déjà mis en place qui pourrait être ensuite formalisé, amélioré, valorisé, etc. Là, sur le format, c'est assez libre. Vous pouvez organiser une matinée ou une après-midi pilotée par le comité de pilotage ou par le référent RSE. Pourquoi pas aussi intégrer d'autres salariés volontaires et brainstormer, plancher, réfléchir sur ces deux questions. En tirer des notes et ça vous donnera déjà un premier état des lieux sur l'existant et c'est vraiment une démarche, et je me répète, mais primordiale en fait pour ne pas construire une démarche RSE à partir d'une feuille vierge. Il est très probable et quasiment certain que vos entreprises mettent déjà en place des actions et ce serait vraiment dommage de les gommer. Ensuite, une fois que ce premier état des lieux est réalisé, encore une fois, le format est libre, ça peut être une matinée, une après-midi, un atelier pour brainstormer en collectif. L'étape numéro 2, elle est primordiale également, c'est l'idée de définir des priorités. On l'a vu tout au cours de ces sessions de sensibilisation, la RSE est un sujet complexe, dense, multithématique, qui va à la fois adresser des sujets sociaux, de gouvernance économique, environnementaux, etc. Et il est clair qu'en tant qu'entreprise, et notamment en tant qu'entreprise de petite et moyenne taille ou de très petite taille, vous n'allez pas avoir les ressources suffisantes pour adresser l'ensemble des sujets environnementaux, sociaux, de gouvernance. L'enjeu à cette étape est vraiment d'identifier des priorités, c'est-à-dire des sujets sur lesquels vous devriez en priorité concentrer vos efforts. Évidemment, ça ne signifie pas que certains sujets ou thématiques environnementales ou sociales sont plus importantes que d'autres, mais ça reconnaît plutôt que votre entreprise va avoir un impact qui peut être plus important sur certains sujets, et évidemment que vos ressources financières et humaines, qui sont par définition limitées, devraient être orientées vers ces sujets prioritaires. Pour faire cette analyse de priorité, il y a un outil qui existe, ça s'appelle la double matérialité. C'est un terme un peu technique, qui peut vous sembler un peu hors sol, qui a été notamment très souvent utilisé dans le cadre des législations européennes. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà entendu. Vous allez voir que l'idée derrière est très simple et très adaptée à cet exercice de priorisation. En fait, on peut simplifier ce concept, cette idée, avec cette matrice qui s'affiche sur l'écran. Une matrice à deux axes. Un axe en abscisse, et vous le verrez, je vais l'expliquer juste après avec un exemple, qui va schématiser l'importance du sujet d'un point de vue économique, et un axe en ordonnée qui va schématiser l'importance du sujet du point de vue des impacts. En fait, la question que vous allez vous poser, les deux questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que ce sujet, quand on parle de sujet, ça peut être le réchauffement climatique, les conditions de travail, la lutte contre l'anticorruption, etc. Donc voilà, des sujets RSE sont importants d'un point de vue des impacts. Donc est-ce que mon activité a un impact positif ou négatif sur ce sujet?
et important du point de vue économique. Donc, est-ce que ce sujet pourrait créer de la valeur ou la détruire, pénaliser mon activité économique s'il n'est pas traité? Donc, c'est vraiment ça, les deux questions cardinales à se poser. Et c'est vraiment ces deux points de repère qui vont vous permettre de prioriser des sujets par rapport à d'autres. On va prendre un exemple d'illustration juste après. Sur les sujets à analyser, on l'a dit, ils sont divers. Sur les sujets environnementaux, on va retrouver l'énergie, l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité, la pollution de l'air, etc. Sur les sujets sociaux, on va retrouver notamment l'équilibre de travail, l'équilibre professionnel, vie privée, l'égalité de traitement de chances pour tous, la santé et la sécurité, le travail des enfants, le temps de travail, le travail forcé, etc. Et sur les sujets de gouvernance, on va notamment retrouver tous les sujets en lien avec la corruption et la lutte contre les pots de vin. Là, vous avez déjà un panel assez large de sujets sur lesquels faire une première analyse de double matérialité, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant si vous ne l'avez pas encore fait, pour essayer d'estimer, au titre de votre entreprise, quelles pourraient être les priorités d'action à date. Si vous souhaitez avoir une méthodologie plus claire sur cette possibilité, voilà, de prioriser des sujets plus que d'autres, je vous renvoie vers des textes européens et notamment vers la norme volontaire d'information développée pour les PME, côté pour le coup la VSME. Alors, il y a une petite erreur, c'est pour les PME non cotées, voilà, la VSME, exactement. Et donc, en fait, c'est un document de la Commission européenne qui va présenter une méthodologie pour deux niveaux. Soit si vous êtes une très petite entreprise, des sujets sur lesquels il est recommandé d'agir, soit si vous êtes une entreprise un peu plus conséquente, expliquer voilà, ces enjeux de double matérialité, de priorisation, etc. Ça peut être intéressant d'aller le consulter. Encore une fois, l'idée est vraiment d'orienter vos ressources vers les sujets qui vont être les plus prégnants pour votre activité. Vous avez un exemple ici qui se base sur une PME industrielle. Donc voilà, l'exercice a été fait, le comité RSE s'est réuni, il a fait appel à certains salariés, à certaines parties prenantes pour recueillir leurs avis. Et en conclusion, le travail a donné ce résultat, donc cette matrice, avec, vous le voyez, des sujets qui sont très importants d'un point de vue économique. On va penser à la santé et la sécurité au travail, la production responsable, à l'anticorruption. Des sujets qui sont très importants également d'un point de vue des impacts, la gestion des déchets, le changement climatique, la pollution de l'air, et des sujets qui ont été estimés un peu moins importants sur ces deux critères. Donc, vous les voyez également qui s'affichent dans la zone bleue claire. L'idée derrière, pour cette PME industrielle, va être en priorité, vous avez compris la logique, de mettre en place des plans d'action sur les sujets qui ont été estimés particulièrement importants. Donc voilà, c'est une façon de rationaliser vos ressources et d'orienter vos ressources humaines et financières vers vraiment les sujets sur lesquels vous allez avoir et un impact et sur lesquels vous allez potentiellement avoir une incidence économique. Une fois que vous avez réalisé cet exercice de priorisation, donc de double matérialité, il est extrêmement important de définir des objectifs et on va voir pourquoi. Donc, il est fortement recommandé, comme je vous le disais, de sélectionner quelques indicateurs clés qui vont vous permettre plusieurs choses. Premièrement, d'élaborer des objectifs et c'est important de se fixer un cap en matière de RSE pour potentiellement amender certaines actions, accélérer certains plans d'action et encore une fois fixer une ligne directrice pour embarquer tous les collaborateurs. Mais également, ces indicateurs vont vous servir pour suivre vos progrès et pour valoriser vos résultats. Donc ça, c'est aussi tout à fait utile. Ce qu'on vous recommande, c'est de préférer des indicateurs reconnus, comme ceux du Pacte mondial via la communication sur le progrès, de la Global Reporting Initiative ou de la VSME, donc des indicateurs de l'EFRAG de la Commission européenne. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, parce que ça va vous permettre de comparer vos résultats avec d'autres entreprises qui communiquent via les mêmes modèles. C'est extrêmement utile pour savoir où est-ce que vous vous positionnez. Mais ça va également très souvent être demandé par vos donneurs d'ordre, par vos clients. Donc, si vous, dès le départ, sélectionnez des indicateurs pour vos objectifs qui sont alignés sur les demandes, les attentes de vos clients, c'est toujours très utile. Ça va aussi vous faciliter la tâche et éviter les exercices de double reporting. Et donc, c'est aussi important sur ce plan-là. Donc, quelques exemples d'indicateurs reconnus et très utilisés. Je vous enverrai évidemment les slides, donc comme ça, vous pourrez vous y référer. Sur les sujets environnementaux, on va retrouver évidemment
les émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3 en tonnes d'équivalent CO2, la consommation d'énergie renouvelable en pourcentage de la consommation totale, les prélèvements d'eau, les déchets solides, le ratio de déchets dangereux, le tonnage de plastique à usage unique. Donc voilà, c'est des indicateurs reconnus, très utilisés, sur lesquels vous pourriez potentiellement avoir un intérêt à et fixer des objectifs et suivre vos progrès. Deuxième thématique, les sujets sociaux. On peut retrouver, ce sont des indicateurs de l'EFRAC, je crois de mémoire, le nombre total de salariés en équivalent temps plein, ventilé par euh, différents critères, donc le type de contrat de travail, le sexe, le pays et le cas échéant si vous avez des activités à l'étranger, la part des femmes parmi les membres du conseil d'administration, le pourcentage d'écart de rémunération entre les sexes, le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives, le nombre moyen d'heures de formation annuelles par salarié. Donc, c'est aussi des indicateurs généralement que vous avez déjà en place qui peuvent être intéressants à articuler avec vos plans d'action RSE. Et sur les sujets de gouvernance, de lutte contre la corruption notamment, vous pouvez retrouver donc le pourcentage de salariés formés à la lutte contre la corruption, le nombre total d'incidents de corruption et le nombre d'alertes, par exemple, reçues sur les sujets de corruption. Voilà quelques indicateurs aussi très utilisés, assez souvent demandés par des donneurs d'ordre, qui pourraient vous être utiles. Une fois que vous avez sélectionné un indicateur qui est adapté au sujet prioritaire sur lequel vous souhaitez travailler, tout l'enjeu est donc d'identifier une base de référence. C'est soit l'indicateur calculé à un moment particulier, par exemple le nombre de femmes dans l'équipe d'encadrement en 2021, soit l'indicateur calculé sur une période particulière, par exemple la consommation moyenne d'eau de 2018 à 2021. L'intérêt de cette deuxième méthodologie, c'est de supprimer des éventuels effets court terme. On peut penser notamment au Covid et donc de lisser sur une moyenne. Une fois donc que vous, si on récapitule, avez sélectionné et vos sujets prioritaires et vos indicateurs, vous pouvez tout à fait formaliser tout cela dans un tableau Excel. Encore une fois, moi, ce que je vous recommande, c'est une approche très pragmatique. Pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans des logiciels dédiés. Pour des TPE, pour des petites PME, un tableau Excel peut tout à fait faire l'affaire. L'idée va être donc de reprendre vos sujets prioritaires qui auront été définis via le comité de pilotage ou le référent RSE avec l'apport des parties prenantes, d'y adosser des indicateurs. Donc, on a par exemple ici pour l'égalité entre les sexes la part des femmes chez les cadres dirigeants, pour la santé et sécurité au travail la fréquence des accidents du travail, pour les émissions de gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre scope 1, 2 et 3, pour les déchets les tonnes de déchets solides, pour l'anticorruption le nombre d'incidents s'y référant, et pour la production responsable, la vente de la ligne produit responsable en pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple. Ensuite, on l'a dit, vous avez donc une base de référence qui a été calculée pour une année donnée ou pour une période donnée. Vous avez ici des exemples qui s'affichent. Il peut être intéressant d'y ajouter des objectifs et évidemment la date qui s'y réfère. Donc comme ça, vous allez avoir un tableau de pilotage formalisé qui va vous permettre vraiment de structurer cette démarche RSE de façon, encore une fois, très pragmatique, mais aussi plutôt robuste. Et vous ne pourrez pas être accusé, en tout cas a priori, de greenwashing, parce que, en fait, ce qui fait qu'une entreprise est accusée de greenwashing, c'est très souvent le manque de transparence sur les objectifs qui sont fixés. Je vous prends l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Il y a pas mal d'entreprises qui sont accusées de greenwashing parce qu'elles ont communiqué sur un objectif de neutralité carbone sans plan d'action, sans indicateur, sans date butoir. Donc c'est vrai que là, c'est pour le coup pas très robuste. Par contre, si vous communiquez sur un objectif de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre en expliquant que vous avez réalisé un bilan carbone en 2021, que vous avez des objectifs fixés pour 2030, là, c'est extrêmement robuste pour le coup. Sur le niveau d'ambition, là, c'est sur la fixation des objectifs. Là, pour le coup, il n'y a pas de recette magique ou miraculeuse. J'ai quelques recommandations à vous donner. Est-ce qu'il faut réduire ses émissions de 65% d'ici 2030 ou de 45% d'ici 2027? Une fois, il n'y a pas de recette magique. Il y a, comme vous le savez, des cadres qui existent. On l'avait vu, notamment Science Based Targets Initiative. Mais voilà, il y a quelques recommandations qui existent néanmoins. Premièrement, ce qu'on vous recommande, c'est de passer d'objectifs fixés sur ce que font vos concurrents, en imitant par exemple leurs objectifs RSE, à des objectifs qui vont vraiment être basés sur vos enjeux prioritaires.
donc lié, on l'a vu, à la hiérarchisation des sujets. Deuxièmement, c'est d'essayer de passer de ce qu'il est facile de faire, ou plutôt facile de faire, par exemple réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2050, à ce qu'il serait nécessaire de faire, notamment pour respecter typiquement les accords de Paris et donc atteindre la neutralité carbone en 2050, dont l'objectif de réduire ses émissions de moitié d'ici 2030. Troisièmement, c'est de passer d'une logique philanthropique, par exemple un objectif de don aux associations, à une logique plus stratégique, par exemple l'éco-conception de vos produits. Et enfin, l'idée aussi, et c'est une recommandation encore une fois, de passer d'objectifs RSE qui vont être indépendants des objectifs commerciaux à une logique plus transversale où les objectifs RSE vont être pleinement intégrés dans l'entreprise. Encore une fois, sur les objectifs, il n'y a pas de recette magique. Voici quelques recommandations. Et ensuite, c'est aussi un exercice d'amélioration continue. Vous allez peut-être aller à tâtons. D'abord, fixer des objectifs qui finalement vont se révéler beaucoup trop ambitieux par rapport à vos ressources ou les réalités de votre entreprise. Au contraire, des objectifs qui, vous allez vous en apercevoir, sont beaucoup trop faibles et sur lesquels vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Voilà, avec cet exercice de tâtons, d'amélioration continue, vous allez progressivement identifier les objectifs les plus pertinents et adaptés à votre structure. Une fois donc que vous avez vos sujets prioritaires, vos indicateurs, potentiellement vos objectifs, l'idée, et c'est peut-être aussi tout l'enjeu, c'est d'atteindre ces objectifs via des actions que vous allez mettre en place. Donc c'est le moment où vous allez élaborer une feuille de route, où vous allez identifier justement les actions qui vont répondre ou qui vont permettre en tout cas d'atteindre les objectifs fixés. Pour l'élaboration de la feuille de route, c'est encore une fois un processus d'amélioration continue. Ce qu'on vous recommande fortement, c'est que le référent RSE ou que le comité de pilotage pilote la démarche, mais c'est de bien prendre en compte toutes les idées de vos salariés, de vos parties prenantes, pour nourrir cette feuille de route, ce plan d'action. Pour le suivre, encore une fois, un tableau Excel peut tout à fait suffire. Le cœur et la difficulté de l'exercice va vraiment être d'identifier les actions, de les rendre réalistes, de les financer, d'y adosser des ressources, etc. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Le suivi, pour le coup, est assez simple. Ça peut se faire via un tableau Excel et un document Word, pour le coup. Sur cette partie, je vous invite fortement à vous nourrir des actions qu'on a vues au cours des sessions précédentes sur la décarbonation, les quelques bonnes pratiques que je vous ai communiquées, sur les droits de l'homme également. On peut penser aux mécanismes d'alerte, à la cartographie des risques, etc. Mais nourrissez-vous également d'autres sources sur les sujets de biodiversité, de gestion de l'eau. Il existe énormément de sources en libre accès. Je pourrais vous mettre également en retour de mail un site internet qui s'appelle Accéléron, qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui est assez pratique. C'est une sorte de guichet unique des initiatives RSE qui peut vous permettre en quelques clics d'identifier l'action, ou en tout cas l'initiative la plus adaptée à vos besoins. Vous pourrez par exemple indiquer sur ce site que vous êtes une PME, que vous avez un besoin sur les sujets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que vous cherchez une ressource ou une initiative gratuite. Et vous aurez ensuite les initiatives françaises qui existent adaptées à ce besoin. C'est un site qu'on a lancé assez récemment qui, pour le moment, référencie environ 150-200 initiatives. Et vous verrez, c'est assez pratique. Ça peut permettre aussi de ne pas perdre plusieurs heures à faire des recherches Google pour trouver directement la ressource la plus adaptée aux besoins. Ça, c'est évidemment un gros volet, les feuilles de route, les plans d'action. Encore une fois, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'y réfléchir, d'en discuter avec vos salariés, avec des partenaires commerciaux, avec potentiellement des associations, pourquoi pas aussi, si vous souhaitez accompagner et que vous en avez le budget, des experts, des consultants extérieurs. C'est vraiment crucial, cette feuille de route, parce que c'est ensuite des actions à implémenter dans la réalité quotidienne de votre entreprise qui vont parfois vous engager sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion à avoir, collectif. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter au Pacte mondial et on essaiera d'y répondre. Une fois que vous avez donc vos objectifs prioritaires, vos indicateurs, vos objectifs chiffrés, vos plans d'action, l'idée est donc de dérouler et de mettre en place ces actions, et évidemment de suivre le résultat de celles-ci et de communiquer sur vos progrès. Comme je disais, tout ça peut se faire avec un tableau Excel assez synthétique. Ça ne coûte vraiment pas cher. Et l'idée est de reprendre à chaque fois les sujets prioritaires, les indicateurs et tout simplement la mesure de l'indicateur année après année avec l'objectif qui sera fixé pour une date butoir
Et ça peut vous permettre, voilà, de façon très lisible, très claire, de voir si vous êtes sur les rails de l'atteinte de l'objectif ou non. Et au besoin, soit d'ajuster l'objectif parce qu'il a été estimé et il a été de base trop ambitieux, soit au contraire de mettre un coup d'accélérateur, de mettre en place de nouvelles actions pour atteindre l'objectif fixé. Encore une fois, voilà, pas besoin de démultiplier les moyens. Un tableau Excel peut tout à fait faire l'affaire. Voilà pour cette première partie. On a vu vraiment les étapes essentielles pour structurer, formaliser une démarche RSE. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Mais vous voyez qu'avec ces quelques étapes finalement assez simples, on peut réussir d'une part à formaliser l'existant, les bonnes pratiques déjà en place, à les renforcer et ensuite vous verrez à avoir des indicateurs qui peuvent être très utiles pour vous différencier auprès de concurrents qui n'ont pas forcément mis en place ces actions et pour potentiellement gagner des appels d'offres et renforcer vos relations commerciales. On va maintenant voir une deuxième partie sur justement la valorisation de ces démarches RSE avec un point qui me paraissait intéressant à souligner, c'est la différence qu'il existe entre label, certification et évaluation RSE. Parce qu'on a assez souvent, on entend assez souvent voilà, une certaine confusion entre ces différents dispositifs. Donc ça me paraissait intéressant de les clarifier. Premièrement, donc les certifications, si on définit la certification, c'est un dispositif, une démarche par laquelle un organisme agréé et indépendant va donner l'assurance qu'un produit, qu'un service ou qu'un système est conforme à certaines exigences. Donc des ISO, je pense que, enfin, il y a des certifications ISO, je pense que vous en connaissez énormément, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, sur la satisfaction client comme sur les sujets environnementaux. En matière de RSE, on en a deux qui sont très connus, l'ISO 14001 qui va constituer un cadre sur les sujets environnementaux, et la 50001 qui constitue un cadre spécifique à la consommation d'énergie, avec un système de management de l'énergie. Il y a plusieurs autres ISO qui sont connus dans le domaine de la RSE, notamment l'ISO 26000. À noter que l'ISO 26000 n'est pas certifiable. En fait, petit moyen mémotechnique assez simple à avoir en tête, si une norme ISO se termine par un 1, c'est qu'elle est certifiable. Si elle ne se termine pas par un 1 et donc par un 0, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc, on ne peut pas être certifié ISO 26000 par voie de conséquence. Les labels RSE, c'est un dispositif un peu différent. Pas forcément de définition consensuelle, je vous en ai trouvé une. C'est un dispositif d'évaluation qui va permettre la reconnaissance des politiques et des pratiques mises en œuvre et ou des résultats obtenus par l'entreprise au regard d'un référentiel prenant en compte des critères RSE. Ce qu'il faut bien souligner ici, c'est que la certification, la labellisation ne doivent pas être confondues. En fait, les processus de labellisation sont nombreux. On va avoir des labels qui vont être accordés après une auto-évaluation, ou au contraire, on va avoir des labels beaucoup plus robustes qui vont impliquer et nécessiter un audit sur site, par exemple. Et ce qui est aussi à noter, c'est qu'un label n'implique pas forcément de vérification par un organisme agréé et indépendant. Donc la labellisation, si on résume, c'est une démarche qui va être beaucoup plus souple que la certification et qui va se traduire par une multiplication des initiatives. Peut-être que vous le constatez, on a depuis plusieurs années une explosion du nombre de labels avec voilà, une profusion d'initiatives. C'est vrai qu'il peut être assez dur de s'y retrouver entre des labels qui vont être robustes et des labels qui ne vont pas forcément l'être. Mais je vous donnerai quelques pistes de recommandations un peu plus tard. Il y a plusieurs labels RSE, plusieurs typologies de labels. On va retrouver les labels généralistes qui vont s'adresser à tout type d'organisation ou d'entreprise et qui vont porter sur un référentiel RSE multithématique. Va à la fois être évalué l'approche de l'entreprise sur les sujets environnementaux, mais également sociaux, mais également de gouvernance, etc. On va retrouver par exemple le label Lucie 26000 et le label engagé RSE de l'AFNOR. On a ensuite des labels thématiques qui vont être axés et se concentrer sur des enjeux ou des thématiques spécifiques. On va par exemple y retrouver le label égalité de la CCI ou le label RFAR, donc Relations fournisseurs et achats responsables de la médiation des entreprises et du Conseil national des achats, qui, comme son nom l'indique, va se concentrer sur les enjeux d'achat responsable. On a également des labels sectoriels qui vont comme leur nom l'indique, se concentrer sur des secteurs d'activité particuliers. Il y en a beaucoup qui existent. On va avoir le label RSE de l'UNICEM, de la Fédération des carrières et des minerais.
ou le label RSE, le référentiel RSE pour le coup, de la Fédération des entreprises de propreté. Et on a enfin des labels territoriaux qui sont des initiatives géographiquement limitées, qui sont notamment portées par les collectivités publiques. Et on va y retrouver, par exemple, le label de la ville de Lyon, Ville équitable et durable, ou le label Bretagne 26 000, porté par le réseau Produits en Bretagne. Donc, vous voyez déjà, on a plusieurs typologies de labels. Et si vous êtes intéressé par ce type d'initiative, posez-vous bien la question sur quelle initiative répond le mieux et à vos attentes et à l'idée que vous vous faites d'un label qui a également un volet valorisation. Est-ce que vous souhaitez avoir un label plutôt généraliste, un label plutôt thématique, un label plutôt sectoriel ou un label plutôt territorial? C'est vraiment une question aussi à se poser. Si vous souhaitez aller vers ce type de démarche de label, encore une fois, ni la certification, ni la labellisation, ni l'évaluation RSE ne sont essentielles dans une démarche RSE. Il y a pas mal d'entreprises, notamment des TPE et des PME, qui formalisent leur démarche RSE, qui mettent en place des actions, qui progressent sans avoir recours ni à un label, ni à une certification, ni à une évaluation. C'est aussi important de le rappeler. Et enfin, troisième typologie d'initiative, ce sont les évaluations RSE. En fait, ce sont des structures, les évaluateurs RSE, qui vont noter la performance d'une entreprise sur les volets de la durabilité. Donc, on va avoir des évaluateurs plutôt généralistes, d'autres plutôt thématiques, qui vont s'intéresser particulièrement à un sujet donné comme le climat, pour exemple. Donc, chaque évaluateur va disposer de sa propre méthodologie d'évaluation. On va retrouver entre autres l'entreprise Etifinance, Ecovadis, que vous connaissez peut-être, Vigeo Eiris et Trucost. Donc là, l'idée, c'est vraiment de noter la performance d'une entreprise, d'aboutir à une note, une évaluation. C'est encore différent des labels et des certifications. Peut-être quelques recommandations, donc encore une fois, pour choisir le meilleur dispositif. Je pense qu'il est vraiment important de le rappeler si vous êtes une entreprise qui débute, de petite taille, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens à, à utiliser pour la RSE. Essayez de commencer, une fois, par des petits pas, des pratiques qui ne coûtent pas forcément d'argent et des cadres qui sont aussi gratuits. Il y a énormément de cadres de référence, de lignes directrices qui existent en français gratuitement et qui sont accessibles. Nous, par exemple, au Pacte mondial, on propose beaucoup d'outils pratiques, de recommandations, etc. gratuitement sur notre site internet. Donc voilà, si vous êtes une petite entreprise, n'hésitez vraiment pas à d'abord consulter ce qu'il y a de gratuit. Et ensuite, si vous voulez aller un cran plus haut, plus loin et vous faire labelliser, évaluer ou certifier, l'idée derrière, c'est vraiment de d'identifier le dispositif le plus utile à votre entreprise. Il y a une profusion d'initiatives en ce moment, et donc vraiment, ne tombez pas dans le piège, essayez d'identifier le dispositif qui vous sera utile et pour structurer vos progrès et vos démarches RSE et pour la valoriser derrière. C'est vraiment aussi une recommandation que je vous donne. Très bien, on a presque fini donc cette session avant de passer aux questions-réponses, mais avant de clôturer le webinaire, je souhaitais également vous donner quelques recommandations à la suite de ces 4 sessions de sensibilisation pour justement aller plus loin et donner une suite à ce cycle de formation. Alors, dans les 3 prochains mois, ce que je pourrais vous recommander, si vous êtes une entreprise qui débute, c'est de réaliser un premier état des lieux, d'essayer de mobiliser vos équipes, de commencer à les sensibiliser sur l'importance des sujets RSE, de pourquoi pas aussi formaliser un engagement via, on l'avait vu la fois dernière, une déclaration d'engagement ou une politique RSE. Si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies. Premièrement, ça va vous permettre de formaliser votre engagement, dans le sens où c'est un engagement qui est formel, c'est la signature du dirigeant de l'entreprise qui acte la participation au Pacte mondial. Et ça vous permet aussi d'avoir accès à de nombreuses ressources. Il y en a aussi beaucoup gratuites, évidemment, mais on a aussi des ressources réservées à nos participants pour progresser, pour mieux comprendre les sujets. Ça vous permet aussi d'accéder à mon équipe et à mes collègues sur des sujets, des questionnements que vous pourriez avoir sur un ensemble de thématiques. Dans l'année à venir, ce que je vous recommande, c'est de déterminer de façon plus fine vos priorités, de commencer à sélectionner des indicateurs, de commencer à réfléchir à votre feuille de route, d'identifier vos parties prenantes, potentiellement de les solliciter, etc. Deux, si vous en avez la possibilité, réaliser un bilan carbone. Et je vous recommande encore une fois le DIAC Décarbonation de BPI France, qui est un très bon dispositif pour débuter, et qui est cofinancé par l'ADEME. Et c'est toujours très important lorsqu'on débute d'avoir ce type d'initiative.
Et enfin, d'ici les 2 prochaines années, ce que je vous recommande, c'est donc voilà, de mettre en place vos actions, de réfléchir à des actions peut-être plus ambitieuses. Pensez aux aides publiques qui existent pour la transition écologique. On l'avait vu lors du webinaire numéro 2 via la plateforme transition écologique du ministère du même nom, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, va lister, référencer environ 300 aides, subventions, prêts sur le sujet. Donc vraiment, allez-y. Il y a un non-recours qui est malheureusement faramineux sur ces aides qui existent. Et enfin, ce que je vous recommande également, c'est de suivre et de communiquer sur vos progrès. Pourquoi pas via un rapport RSE aussi, si vous souhaitez en consolider un, et vraiment de valoriser cette démarche, essayer d'en faire comment dire, un marqueur différenciant de votre entreprise et un point fort dans le cadre d'appels d'offres. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le pourcentage de critères RSE dans les appels d'offres, et parfois ça monte jusqu'à 20, 30, 40% de l'appel d'offres. Donc voilà, c'est aussi vraiment, et je pense que c'est un mot important à retenir de ce cycle de formation, un facteur différenciant qui est à renforcer dans vos entreprises. Euh, je pense que si vous suivez ces sessions, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous souhaitez renforcer votre action. Mais vraiment, considérez la RSE d'une part comme enfin, sous le volet moral, donc de l'importance d'agir sur les sujets environnementaux et sociaux, et le volet moral est évident et on pourrait nous en passer, mais considérez également l'approche économique et commerciale du sujet. Aujourd'hui, la RSE et demain plus encore va vraiment devenir un facteur différenciant pour les entreprises qui s'y mettent. Donc voilà, c'est aussi un message fort que je souhaitais vous adresser. Voici quelques recommandations sur les 2 prochaines années. Évidemment, rien d'obligatoire, ce sont des conseils que je vous donne, mais ça peut vous aider à structurer justement vos démarches, votre stratégie sur le sujet, en sachant, et j'en ai tout à fait conscience, que très généralement, dans des entreprises de petite et moyenne taille, on n'a pas forcément de direction RSE, on en est très rarement même, je vous rassure, et on a aussi très rarement des chargés de RSE dans des entreprises de cette taille-là. Donc voilà, vraiment prenez le sujet à tâtons, essayer d'y aller progressivement dans une démarche d'amélioration continue pour vraiment en faire une force et non une contrainte. C'est aussi ça un message assez fort que je souhaitais vous passer. Hop. Alors, juste avant de finir, on va comme à chaque fois prendre une dizaine de minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. En parallèle, je vous mets un petit sondage pour savoir si vous avez apprécié ce cycle de formation. Encore une fois, si vous avez des questions que vous ne souhaitez pas poser aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous pouvez prendre vraiment, ça prend 1 minute maximum pour remplir le sondage, ça m'aidera beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous avons une question. Nous avons réalisé une évaluation EcoVadis et avons obtenu la médaille de bronze. Est-ce qu'une adhésion au pacte mondial est complémentaire? Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, EcoVadis, c'est vraiment un organisme d'évaluation qui va évaluer votre performance RSE, mais qui ne va pas tellement vous accompagner pour progresser. Le pacte mondial, au contraire, va vraiment vous donner les moyens, les ressources pour progresser, pour faire évaluer votre note EcoVadis. Et nous, on collabore assez régulièrement justement avec EcoVadis, à savoir 2 choses. Premièrement, que le fait d'être membre du pacte mondial vous fait gagner des points sur la note EcoVadis, environ 3 points sur l'évaluation. Et deuxièmement, on a beaucoup de ressources, d'ateliers, de programmes d'accélération qui vont vous permettre de formaliser votre approche, encore plus que ce dispositif d'accompagnement, qui vont vous permettre de mettre en place des indicateurs, qui vont vous permettre de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'avoir une meilleure note sur EcoVadis. Donc, c'est tout à fait complémentaire et on a beaucoup de participants au Pacte mondial qui sont également évalués par ce dispositif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, question, comment peut-on faire un bilan carbone seul? Bonne question. J'ai le retour d'expérience de quelques PME qui ont essayé de faire leur bilan carbone seul. J'aurais plutôt tendance à déconseiller. Je discutais la semaine dernière avec une PME qui est vraiment très petite entreprise, qui fait 15 salariés, donc presque TPE, qui a suivi la méthodologie du gouvernement donc pour réaliser le bilan carbone. C'est environ 60 pages. Je l'avais présenté en webinaire numéro 2 et qui donc s'est donné pour mission, pour objectif de réaliser un bilan carbone seul. Ils ont mis 6 mois pour le faire. Et ça demandait beaucoup de ressources humaines, pas forcément financières, mais beaucoup de temps de travail des équipes.
Pour le coup, j'aurais plutôt tendance à dire, pour un premier bilan carbone, je vous recommande vraiment de faire un diag décarbonation avec l'ADEME, sinon ça va être compliqué. Par contre, une fois qu'un premier bilan carbone a été effectué, via le diag décarbonation de l'ADEME par exemple, vous pouvez essayer pour les années qui suivent de le faire seul en capitalisant sur la méthodologie de l'ADEME. Mais un premier bilan carbone seul, ça me paraît compliqué. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on ne voit pas. En tout cas, si vous souhaitez en poser, je vois une autre question. Alors, est-ce qu'il faut prévoir un budget? Alors, le diag décarbonation de l'ADEME, c'est, je crois, de mémoire, environ 5 000 euros. Il y a des seuils. Si on est une entreprise de moins de 250 salariés, je crois que c'est un peu moins cher. Au-dessus, c'est un peu plus cher. C'est aux environs de 5 000 euros, je crois, de mémoire. Très bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Si vous souhaitez en poser, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, c'était un plaisir d'animer ces sessions. J'espère que ça vous a appris des choses. Présenter voilà, les sujets sur un plan théorique, c'est toujours très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Et évidemment, les idées de bonnes pratiques, peut-être, certainement d'ailleurs que vous en aviez déjà en place, mais peut-être que ça vous a donné aussi quelques idées pour progresser. Je vous remercie en tout cas de votre participation. Merci à tous ceux qui ont participé via leurs questions ou leurs commentaires avec le micro. C'était très agréable. Merci à la bonne dynamique qu'on avait. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire par mail si vous le souhaitez. Et je vous souhaite très bon courage pour vos démarches RSE et pour le reste. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Au revoir à toutes et tous.